Bonjour, ici Mélodie Gilbert et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de nouveaux produits qui viennent tout juste de s'ajouter à la gamme Boost. Je rappelle que la Boost Énergie a été lancée l'an dernier avec des produits qui sont spécifiquement faits pour les efforts intenses. Je vous l'ai dit en masse dans le passé, mais pour moi, le gel puis le Drink Mix Boost ont été des game changers dans mes courses. Puis 2026 s'annonce encore mieux parce que NAC amène la Boost Énergie à un autre niveau. D'abord, le gel individuel passe de 25 à 30 grammes de glucides. Ensuite, il y a deux nouvelles saveurs de gel qui s'ajoutent au goût neutre qui a été lancé l'an dernier. Puis ces deux nouvelles saveurs-là, ils viennent avec des particularités. Le gel thé à la pêche a tous les bienfaits de la Boost Énergie, en plus d'avoir 100 mg de caféine pour augmenter la concentration et la réactivité. L'autre petit nouveau, la saveur citron salé, vient pour sa part avec 250 mg de sodium pour aider à combler ce qui est perdu en suant. NAC ajoute donc des nouveaux outils pour les athlètes puis ils prouvent encore une fois qu'ils sont en avant du pack dans le monde de la nutrition pour sport d'endurance. Va visiter le NAC.com pour découvrir les nouvelles saveurs de gel Boost au thé à la pêche et au citron salé. Puis tant qu'à être là, remplis ton panier puis utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 268 de Pas sorti du bois. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée qui en est à son 5e passage, Mélodie Gilbert. Bienvenue. Allô, merci de me recevoir encore une fois. On faisait le décompte juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est ton 5e ou 6e passage. Tu es venu en mode solo à l'épisode 108. Tu es venu en café du vendredi à l'épisode 148. Tu es venu dans un panel sur la professionnalisation du sport avec Rémi Leroux, Geneviève Asselin-Demers. C'était à l'épisode 225. Parlant de Geneviève, on lui souhaite une bonne Transgrande Canaria. Je voyais, là, au moment de la diffusion de l'épisode, ça va venir d'être fait, mais je voyais qu'elle était sur le 80, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et tu es venu à l'épisode 247, on s'était parlé à Chamonix. Puis j'ai l'impression que cette temps-ci, on se parle sur Zoom ou sur Google Meet aux 2 semaines. On est impliqué dans la Racine d'Or, on est impliqué sur d'autres affaires que je pense qu'on n'a pas le droit de jaser, mais on se parle souvent. C'est le fun. C'est le fun. Ça implique sur des beaux projets, puis on se parle sur Zoom quasiment chaque semaine. Oui, puis un des sujets qu'on va parler aujourd'hui, on est impliqué sur les comités consultatifs. On a eu beaucoup de fun là-dedans, puis c'est rare. En fait, je pense que c'est la première fois à Pas sorti du bois, mais on va avoir un invité spécial qui va se joindre à nous tantôt pour une quinzaine de minutes. Fait qu'on le dit pas c'est qui, mais surprise, vous verrez à ce moment-là. Ça a fait avec le sujet qu'on veut parler. Fait que tout ça pour dire que merci de revenir à chaque année comme ça, Pas sorti du bois. C'est toujours un plaisir de prendre des nouvelles. Puis là, tu reviens tout juste de Black Canyon, d'une grosse saison 2026 qui s'en vient. On a plein de sujets à jaser, mais avant de commencer, la question traditionnelle de début de podcast, qu'est-ce que tu bois, Mélodie? Oui, c'est drôle parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais me choisir à boire? Puis là, aujourd'hui, c'est comme un peu l'arrivée du printemps, là, puis j'ai couru dehors en short. Il fait comme 7 degrés. Je suis allée à mon café préféré de Bromont, puis je me suis ramené un café glacé décaf, mais quand même qu'on est en fin d'après-midi. Puis c'est comme ma petite gâterie de comme c'est le printemps, là. Fait que j'étais très excitée, puis j'étais comme, ça arrive pas souvent au podcast que c'est comme pas de la bière ou quelque chose. Vrai? Le café glacé me tente vraiment. C'est un excellent choix, très, très, très bon choix. C'est vrai qu'on est comme au printemps aujourd'hui. J'étais allé courir moi aussi sur l'heure du dîner, puis gros soleil. Mais là, je regarde la météo de demain, puis finalement, ça va arrêter de courte durée le printemps, mais on y a goûté un petit peu, puis ça va revenir vite. Ouais. Moi, de mon côté, je suis allé en sagesse. Je suis allé avec mes amis de Mox Mocktail parce que je suis entre 2 trainings. J'ai couru ce midi, puis je recours à soir. Petit week-end choc, donc ce serait embêtant de boire une IPA entre deux sorties. Fait que j'y vais pour le rhum épicé mangue lavande. C'est un sans-alcool de mes amis de Mox. Fait que cheers, Mélo. Merci d'être là. Merci.
Donc là, je pense qu'avant qu'on parle de Black Canyon, on l'a mentionné tantôt rapidement, mais là, au moment de la diffusion de l'épisode, on est tout près de la Racine d'Or. Tu es impliqué avec le comité depuis la première édition, en fait, le retour de la Racine d'Or en 2021. Post-COVID, ouais. Tu avais remporté la Jeune Pousse lors du premier gala de reprise en pandémie. À l'époque, tu étais la révélation de l'année. Ça fait 4 ans de ça. Fait que t'es comme C'est drôle parce que... une vieille jeune ou une jeune vieille? Cette année, à ma fête, je réalisais que comme je suis plus une jeune là, dans le sport. Je peux plus me considérer comme une recrue ou quoi que ce soit. Là, je m'en viens dans les habitudes, dans les vieilles. Fait que Oui, puis depuis faut 2000... ma mentalité un petit peu. Là. C'est ça. Ben, tu avais gagné en 2021 pour cette saison-là en 2021. Mais là, je veux dire, tu as continué avec beaucoup de régularité à performer année après année. Fait que 5 ans plus tard, c'est embêtant de dire que tu es encore une jeune pousse. Mais moi, je dirais que tu es une jeune vétérane. Une jeune vétérane. Ah, c'est bon, ça. As-tu l'allure, ça? Ouais. Mais tout ça pour dire que la Racine d'Or, ça s'en vient. Au moment que l'épisode va être diffusé, on va être à peine une semaine. On a une belle édition qui s'en vient, une 60aine de nominations. Ça a lieu le 21 mars 2026 à Lac-Beauport. Encore une fois, cette année, on est accueillis au Sentier du Moulin. Puis là, j'espère pas faire une plug, puis finalement, il n'y a plus de billets, mais au moment qu'on enregistre, donc à 4 jours de la vraie diffusion, il y a encore quelques billets qui restent. Donc, si vous écoutez ça, puis vous dites « Hey, j'aimerais ça, venir à Racine d'Or », puis on s'entend, c'est pas une soirée pour les nominés. On va avoir des remises de prix, mais on y a participé ensemble dans les dernières années. On s'entend, ça dure 3-4 heures la soirée. On jase de trail, tout le monde a du fun. Puis 3 fois dans la soirée, on remet 4 prix vite. C'est une douzaine de prix qu'on remet, mais tout ça est un prétexte pour avoir du fun. Fait que... C'est ça, en fait, ça serait le fun que les gens, même si on n'est pas nominé, même si de venir se présenter puis avoir du fun avec nous, c'est comme un premier rassemblement pendant qu'il n'y a pas encore d'événement. Puis comme tu dis, le but, puis la soirée, on fait juste jaser, puis avoir du fun, puis faire des connexions. Fait que même pour les nouveaux dans le monde de la trail, si vous voulez vous faire des amis, vous faire des connaissances, c'est le temps de venir prendre une petite bière avec nous autres. Oui, puis il y a un moment où il n'y a pas encore beaucoup d'occasions de le faire, à part nos clubs locaux, mais tout l'été, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on croise les gens dans les événements. Là, dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire. Je pense à l'automne. Avant, on faisait ça comme novembre. Fait que la saison vient de finir, on se remet à peine de tout ça. C'était dur de squeezer le processus de nomination et tout quand la saison n'était pas finie. Il fallait déjà commencer à avoir des nominations. Là, on se donne le temps, on fait ça en mars pour célébrer l'année précédente. Ça fait longtemps qu'on a croisé la communauté, qu'on a eu un moment comme ça, style ligne d'arrivée, de prendre une bière jasée. Puis là, on le fait en plein hiver au Sentier du Moulin. Il va y avoir une fun run organisée dans l'après-midi. Ben, fun run, une sortie, une check-out. On va courir en gang en plus. Fait que... C'est ça. Fait que bref, j'espère qu'au moment qu'on enregistre ça, il reste des billets. Puis sinon, ça donnera une occasion aux gens de se dire, bon, ben l'an prochain, je peux pas manquer ça. Exactement. Fait que voilà, la Racine d'Or, 21 mars 2026. Avant de parler même de Black Canyon, j'ai envie qu'on fasse un petit bilan de l'année 2025. Tu sais, on s'était parlé dans le panel de professionnalisation du sport qui avait été enregistré l'hiver 2025 avant cette année-là. Puis tu venais en fait, tu étais sur le point d'annoncer que tu signais avec l'équipe Normal. Tu retournais à Chamonix pour une 3e année consécutive faire l'OCC. En rétrospect, là, quelques mois après, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à ta saison 2025 de course? C'est drôle que tu me demandes ça parce que aussi quand je faisais ma réflexion un peu sur mon année 2025, j'ai eu des épreuves qu'on pourrait dire. Puis j'ai eu ma première grosse blessure, mon premier DNF. Puis malgré ça, je considère que j'ai vraiment eu une belle saison. Fait que je dis souvent aux gens, hey, faut pas se décourager. Tu sais, j'ai été en arrêt de course complet 6 semaines de temps, puis ma saison n'a pas été en jeu. J'ai fait des belles performances. J'étais allée à Chamonix. J'ai vraiment eu quand même une belle saison. Je pense que quand on gère bien les choses, quand on monte la pente comme il faut, c'est quand même possible. Là. En fait, j'ai eu ma meilleure course à la fin de la saison à Beaubromont Ultra avec un record de parcours sur le 55. Fait que non, je suis très, très, très heureuse de ma saison malgré tout. Fait que je pense que ce que j'en ressors de mon année 2025, c'est que tu peux bien faire malgré des grosses épreuves. Là. Ouais, c'est intéressant parce que comme c'était une grosse fin de saison, puis j'étais conscient des performances de trail, mais j'ai vu aussi à travers ça ton mois d'octobre. En fait,
du moment que t'es revenu de l'OCC Chamonix fin août jusqu'à la fin de l'automne, ça a été vraiment intense sur l'alternance trail et course sur route. T'as gagné le 15 km Sun Life à Boucherville, qui était un 15 kilos, mais t'as fait une deuxième place au marathon de Québec, demi-marathon de Québec, pardon, troisième place au demi-marathon au Parc Jean-Drapeau, des 1:19:50, une 21:47. Puis entre ces deux demi-marathons-là, tu as le Bromont Ultra qui a un record de parcours, un 55 kilos. Puis même, je ressortais l'OCC. On s'était parlé avant ta course, mais sur un parcours plus long, parce que cette année, il l'allongeait de 5-6 km. Ouais, c'était comme un 61 kilos. Ouais, Oui, t'as été 25 minutes plus rapide que l'année précédente. C'est quand même fou. Oui, puis c'est ça aussi une raison pourquoi il ne faut pas toujours se fier aux résultats. Dans les positionnements, j'ai pas fait de meilleur. Non, c'est ça, c'est identique. Le niveau est tellement élevé d'année en année que comme ma position, je me suis pas améliorée, mais comme tu dis, 20 minutes plus vite sur 5 kilos plus long. Je me suis améliorée, mais tout le monde s'améliore. Oui, c'est ça. Mais tu sais, t'aurais retranché 25 minutes sur un parcours identique, puis tu te dis, c'est immense. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de minutes pour un parcours qui est quand même pas si long. Je veux dire, c'est 1 minute de moins à chaque 2 km de course. Fait que c'est une belle accélération. Mais là, rajoute à ça le fait que la course avait 5 km de plus. Peut-être un parcours un peu plus roulant, propice à de la vitesse, mais quand même 5 km plus long. Mais il y avait quand même le même dénivelé, mais un peu plus roulant. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, au final, c'est vraiment impressionnant. C'est une belle progression. Puis c'est le fun de savoir que tout ça arrive après une blessure. Fait que ceux qui nous écoutent peut-être en ce moment, qui ont des petits soucis de se dire c'est plate en ce moment, ça fait chier en ce moment, mais on en ressort. Puis il faut prendre le temps. Ces 6 semaines-là, t'es physio dans la vie. Est-ce que tu as été une bonne élève? T'as été une cordonnière mal chaussée ou t'as été une bonne élève? Non, très bonne élève. Ah, oui. Ça a bien fonctionné parce que, en fait, j'ai eu une fracture de stress. Fait que je voulais vraiment pas niaiser avec ça. J'ai jamais couru sur la douleur. Fait que du moment où que la douleur est apparue, j'ai fait tout de suite le processus. J'ai vu un médecin. Je suis allée au privé. J'ai payé pour avoir comme IRM et tout. Puis, je suis embarquée tout de suite sur mon 6 semaines sans aucun pas de course. Puis après 5 semaines et demie, j'ai triché un petit peu. Après 5 semaines et demie, j'ai commencé les 1 minute de la clinique du coureur, là. Ah oui. Comme tout le monde. Puis je les ai progressés un petit peu plus vite, mais j'écoutais, puis j'ai jamais couru sur la douleur. J'ai fait mon renforcement, j'ai fait du vélo, mon ami. Le 6 semaines, là, j'étais pas assise à rien faire. J'ai fait du vélo. Puis je suis revenue, puis justement, vu que j'avais tellement entraîné en vélo, le cardio était là. Il a juste fallu que je remonte l'adaptation de courir, parce que c'est quand même des chocs. Puis ça aussi, tu sais, après 6 semaines sans courir, j'étais tellement raquée après 5 minutes de course. Mais le corps a tellement une mémoire, puis c'est vraiment revenu en dedans de quelques semaines. Ça revient plus vite que le premier 5 minutes de course à vie quand quelqu'un, mettons, quelqu'un qui a un parcours où il n'a jamais fait de course ou qui était sédentaire. C'est long chaque étape. Le premier 5 minutes en continu, 10 minutes, mais je suppose que justement, quand le corps a une mémoire, musculairement, mais quand on fait du vélo, quand on n'arrête pas de bouger, on perd pas ces acquis-là. Ça prend une période d'adaptation, il faut se donner le temps de. C'est souvent ça qui est frustrant. N'importe qui a fait d'une minute, après avoir, peu importe, fait des marathons, des ultras, peu importe qu'est-ce que tu as fait, de revenir à ça, c'est dur sur l'ego, c'est dur sur le mental, mais c'est un mal nécessaire parce que ta saison 2025 prouve que justement, c'est payant de le faire. Ouais, c'est payant de bien le faire, d'être bien entouré. J'avais physio autour de moi, un coach. On a choisi, justement, ça m'a fait explorer une course uphill parce que en montée, il y a beaucoup moins d'impact. Fait qu'après une blessure, c'est bien de travailler les montées sans descente. Ouais. Ça, c'est quand tu as fait le Mont Washington? Oui, exactement. Parlons-en parce que c'est une course que beaucoup de trailers ont faite à travers les années. Puis je pense que j'en ai pas tant parlé sur le podcast, peut-être une fois que Jeff Cochon, mais c'est une course qui existe depuis très longtemps, qui est assez mythique. C'est le Mont Washington, que plusieurs trailers. Ben c'est ça, plusieurs trailers le connaissent pour les accès au sommet via les sentiers, mais il y a une route et il y a une course chaque année où c'est quoi? C'était un 11 kilos, je pense? 12 kilos, ouais. 12 kilos, mais plus 1800 ou je sais pas. Exact. Puis, c'est que là, c'est par le chemin d'accès que les gens prennent habituellement en voiture pour monter au top, aller voir la vue. Ce chemin-là, on n'a jamais le droit, là, en piéton, de l'utiliser, sauf une journée dans l'année, qui est le jour de la course. Puis, fait que tu montes sur une belle montée d'asphalte, bien raide, jusqu'en haut. Ouais.
Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé. C'était nouveau pour moi comme effort à gérer. Ouais. J'étais un peu conservatrice, mais vu que je connaissais pas trop ça, je suis vraiment allée avec les fréquences cardiaques. Fait que, je regardais mes ondes. J'étais comme, OK, si je reste dans ces ondes-là, je suis capable de faire tant de temps. Fait que on va suivre les ondes parce que j'ai aucune idée de l'effort qu'il faut que je mette en ce moment. Ça a bien été, ça a bien fonctionné. Fait T'es que, allé pour l'approche mathématique, puis on oui, se fie moins aux sensations, on se fie à ce que les battements disent. exactement, ouais. Euh, on avait abordé le volet professionnalisation du sport avec Rémi et avec Geneviève dans cet épisode-là qui avait été beaucoup apprécié, qui avait fait beaucoup jaser. Je pense que les gens voulaient comprendre comment ça pouvait se passer parce que peu de gens dans la communauté vivent cette réalité-là d'athlète pro, de vouloir pousser, vouloir le devenir et tout ça. Puis quelques semaines après l'épisode, tu avais annoncé que tu étais avec Normal. Là, tu as annoncé que tu n'étais plus avec Normal. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu peux nous révéler ici suite à cet épisode-là qu'on avait fait? Je suis très transparente, puis en fait, je peux en parler là, ouvertement parce que ça s'est terminé sur une bonne note, si je peux dire là. J'aurais vraiment aimé poursuivre mon partenariat avec Normal. J'avais vraiment, j'aimais les produits, j'avais une belle collaboration avec eux ici à Montréal avec les distributeurs de Montréal. Malheureusement, niveau financement de leur part, il y a eu beaucoup de coupures. Puis, comme on a parlé en professionnalisation du sport, pour moi, j'ai besoin d'un support qui comprend certains montants Ben oui. ou une certaine aide. Puis, à un moment, je me devais pour mes propres valeurs, puis défendre un peu ce que je prône, de vouloir un partenariat qui m'offrait plus que des produits. Mhm. Donc, on a eu des belles discussions, puis on a convenu que on cessait le sponsorship, mais fait qu'en fait, en ce moment même, vu un peu la situation, présentement, je suis considérée comme free agent. Fait que je peux porter ce que je souhaite, puis en ce moment, j'en profite pour justement tester qu'est-ce que j'aime, puis être ouverte aux opportunités qui peuvent arriver, mais c'est aussi ça. L'enjeu ou la professionnalisation du sport, ça fait aussi partie de ça qu'il y a des moments que il faut, je pense, prendre le temps avant de signer un contrat pour être sûr de trouver la bonne chaussure à son pied. C'est ça, c'est bien dit. Il faut se respecter là-dedans, comme tu dis. Tu as des attentes, puis eux aussi, tu sais, veut pas, Normal a beaucoup d'exposure parce que c'est la compagnie qui a été fondée par Kylian Jornet et tout ça, mais ça demeure que c'est une jeune entreprise. Tu sais, pense à n'importe quelle entreprise qui démarre, que leur CEO soit Kylian ou pas, ça demeure qu'ils ont des parts de marché, puis ils se battent contre des gros joueurs. Puis tu sais, on le voit, Nike investit, North Face, c'est des marques qui peuvent se permettre, entre guillemets, de perdre de l'argent avec le trail à surdévelopper parce qu'ils ont tout le reste. Puis en ce moment, Salomon pousse fort, Oka pousse fort, tu as des grosses marques. Fait que c'est sûr que pour un Normal, peu importe c'est qui ta tête d'affiche, faut que tu ailles chercher le commun des mortels. Ça peut pas être juste spécialisé. Fait que ils sont en démarrage. Puis ça doit pas être facile pour personne dans ce marché-là. Fait que, mais c'est bien que ça se soit fait très transparent de part et d'autre. C'est encourageant de voir que ces discussions-là existent entre des marques et des athlètes, puis que ça se fait dans la bonne humeur, mais dans le respect. Oui, ouais, puis même, là, on va parler de la saison 2026 éventuellement, mais il y a certaines de mes courses que je sais d'avance que ça va être les Gérald que je vais avoir dans les pieds parce que pour cette distance-là puis ce terrain-là, c'est mes chaussures préférées. Fait ils savent que je vais continuer de parler de mes produits préférés si je les porte encore. Puis, comme on dit, c'est dans le respect. Puis, l'autre enjeu aussi, c'est que tu parles des grosses marques qui ont du budget puis tout, mais après ça, il y a le budget au Québec qui est encore plus limité que le budget global. Donc, d'être un athlète au Québec qui parle en français dans la course en trail, qui est un sport moins gros aussi. Fait qu'on est comme dit dans une petite pointe pointue, là. Oui, c'est ça. Malheureusement, les budgets sont sans doute décidés en fonction des habitants potentiels qui vont être exposés à la performance d'un athlète et tout. Fait que on va arrêter de se mentir. Ça reste le Québec, c'est un minuscule marché. Puis pour une marque qui veut développer, le Québec n'est pas une priorité. Puis c'est normal, au même titre que, je sais pas moi, ils vont pas essayer de développer la Suisse. Ils vont essayer
ils vont y aller avec le gros, la France, ils vont y aller avec les États-Unis, ils vont prendre là, il y a le plus de monde. Fait que, voilà. Fait que, ben, c'est intéressant de le comprendre. Ça fait une suite de cette discussion-là qui avait été super intéressante. Parlons-en de 2026. Commençons avec ce que tu as vécu récemment, parce que ta saison a commencé très tôt. Black Canyon, les 50 km pour la 2e année consécutive, c'est ça? Exactement. Oui, Black Canyon en Arizona, aux États-Unis. Qu'est-ce qui te motivait à y retourner? J'ai tellement aimé ça l'an passé. Moi, j'aime ça, m'entraîner fort l'hiver, puis avoir un objectif tôt comme ça dans l'année, ça me vraiment motive à m'entraîner justement fort tout l'hiver. J'aime la chaleur, puis j'aime le roulant. Black Canyon, c'est quand même une course qui a peu de dénivelé, qui est roulante. Puis l'an passé, j'avais eu une bonne course, mais pas parfaite. Fait que là, je savais où que je pouvais aller gagner du temps, gagner des meilleures sensations. Fait que j'étais comme motivée à y retourner. Puis on était une belle petite gang d'amis qui allait. Fait que c'est toujours... Il y a beaucoup de Québécois sur place. Quand c'est la 2e année consécutive qu'on fait une course, quand tu connais mieux le parcours parce que tu l'as couru l'an passé, est-ce que tu as ajusté ta préparation pour 2026 comparé à ce que tu as fait en 2025? Oui, je te dirais que la préparation physique niveau entraînement, très semblable parce que ça, avec mon coach Rémi, est habitué aussi pour Black Canyon. On fait beaucoup de chemin de terre, on fait beaucoup d'entraînement. Même ma vitesse était sur le tapis roulant. Puis c'est pas grave si j'ai pas un énorme dénivelé dans mon hiver vu qu'il y en a pas beaucoup sur la course. C'est ça. Fait que niveau entraînement, je dirais que mon build-up était ressemblable. J'ai fait plus d'acclimatation à la chaleur. Avec moi, j'utilisais beaucoup le sauna sec là, au spa que j'ai fait cet hiver. Puis sinon, c'était beaucoup dans la préparation pour le jour de la course là que j'ai fait des ajustements. OK. Ouais. Puis ta stratégie le jour de la course, justement, ça ressemblait à quoi? Puis c'était quoi les apprentissages que tu avais fait de la première tentative, la première fois que tu l'as fait, que tu as ajusté? Black Canyon, sur papier, c'est une course qui a l'air facile. Dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, ça descend, c'est roulant. Mais étonnamment, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés que tu t'en rends compte une fois que tu l'as vécu. J'ai fait des erreurs l'an passé. La deuxième partie de course est un peu plus technique, plus de roches, plus de virages très serrés, fait que tu prends jamais de rythme. Fait que tu es toujours en train d'essayer de relancer le rythme. Ça peut être décourageant dans ta tête de plus avoir le même pace qu'à moitié. En deuxième moitié, le soleil est vraiment au top. Fait il y a une section qui est plus longue, puis presque tout le monde manque d'eau dans cette section-là, dont moi l'an passé. Cette année, c'est drôle parce que j'ai dit à tout le monde, vous allez manquer d'eau à cet endroit-là. Là. Au Ravito, comme t'en bois, puis tu te remplis, puis là, ils ont manqué d'eau. Eux, c'était la première fois qu'ils le faisaient. Fait que, pas moi. Fait que j'ai ajusté ça. Puis j'ai aussi ajusté, en fait, le matin de Black Canyon, sur le départ, il fait froid. Parce que dans le désert, c'est sec, puis c'est froid. Genre 5 degrés, 6 degrés, on a des petits gants. L'année passée, j'avais parti avec mes bouteilles dans mes mains, puis mes mains étaient gelées là, sur mes bouteilles. Là, je suis partie avec ma veste, les petits gants, mais dès qu'il y a eu un peu de soleil, là, dès que je sentais une petite goutte de sueur, je me suis déshabillée tout de suite pour pas emmagasiner de la chaleur. J'ai pas attendu d'avoir chaud. Puis je me suis arrosée, mis de la glace à chaque ravito après ça pour vraiment me garder froide le plus longtemps possible. C'est fou de passer si rapidement de je mets des gants puis je garde une veste parce que le départ, puis rapidement, tu es à te mettre des boquettes de glace dans le cou parce que tu passes du tout au tout, mais je pense que c'est une particularité du désert, puis c'est un degré de difficulté qu'on a entendu. J'ai écouté beaucoup de podcasts qui couvraient la Black Canyon, puis c'est ce que tout le monde parlait, c'est pas juste le fait que c'est chaud le jour ou que c'est froid au départ, c'est la combinaison des deux en dedans de quelques minutes. On n'est pas habitué à ça ici. Tu pars pas d'une course, peu importe où au Québec, où il fait 0 sur le départ au matin, puis qu'il fait 30 1 heure après, 2 heures après. Là, c'est ce qui se passe. Hein? Oui. Puis il se passait ça aussi l'an dernier. J'avais comme gardé mes gants puis mes manchons un peu trop longtemps en me rendant pas compte qu'ils se mettaient à faire chaud. Puis j'ai emmagasiné de la chaleur à OK, j'ai chaud, là, faut que je me déshabille, tu sais. Ouais. Fait que c'est, comme tu dis, de changer de un à l'autre, c'est une adaptation aussi. Donc, je te dirais, c'est comme ça, là, le jour de la course. Pas partir trop vite, se gager vraiment pour la chaleur, s'arroser même quand on n'a pas si chaud que ça parce que c'est sec, tu t'en rends pas compte. Puis te protéger du soleil, casquette, lunettes le plus possible. Puis pas manquer d'eau. Oui, c'est ça.
Puis Ouais. c'est fou, un peu comme pour l'OCC, je suis allé y regarder parce que je prépare l'entrevue, je me dis, il va y avoir des histoires à raconter. 2 minutes de différence sur 50 kilomètres pour exactement la même position. Est-ce que c'est de la constance ou c'est un hasard? Je pensais, niveau chrono, je pensais faire un petit peu mieux. Je m'attendais à faire, je visais un 5 minutes plus vite. Fait que là, on parle de 3 minutes. Là. Tu sais, c'est pas grand-chose. Mais niveau sensation, c'est 100% différent, là. L'an passé, j'ai comme cassé à 35-40 kilos. J'ai fini lent un peu parce que j'étais partie trop vite. Ouais. J'ai vomi, j'avais pas, tu sais, j'ai fini la journée à terre. Ah ouais. Là, je suis arrivée, puis j'étais comme, je pense que j'aurais pu être un peu plus vite, tu sais. Je regardais beaucoup mes fréquences cardiaques pour être sûre d'être dans mes zones. Puis, ça a tellement bien été. J'ai eu des bons feelings tout le long. J'ai pas droppé d'énergie. Mon alimentation a été top tout le long. Fait que, ma course parfaite. Sauf que j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite, puis justement gagner ces 3 minutes-là. Ouais. Mais c'est quand même fou que 2 courses à 1 an d'intervalle avec un chrono identique à quelques secondes près, position identique, deux histoires complètement différentes aussi, mais je comprends peut-être le mini part de hey, j'aurais pu aller chercher 6 minutes de plus là, je finis un peu sur ma fin, mais en même temps, ça doit te motiver pour la suite de dire j'ai de la place pour en donner encore plus. Là. Je suis tellement satisfaite parce que c'était une exécution de course parfaite. Les meilleurs feelings, du fun tout le long, mais je me donne tout le long. En contrôle, je dirais ça. En contrôle tout le long. Fait que je suis tellement satisfaite que j'ai aucun regret. Parce que des fois, ça en prend pas gros que tu pousses un peu gros puis tu tombes dans le bunk ou comme je n'ai trop donné puis je casse. Fait que j'ai aucun regret. Je suis vraiment satisfaite. Puis avant la course, on regardait le start list. Puis j'étais vraiment pas certaine de pouvoir refaire un top 10 comme l'an dernier parce que la Sparklet était vraiment plus intense que l'an passé. Il y avait gros niveau cette année, fait que je suis tellement contente. En fait, j'ai passé au ravito à 30 kilos, au ravito Bumblebee. Je pensais que j'étais 16-17. Je me voyais vraiment loin. Je faisais ma course, puis je me disais, c'est pas grave la position. Puis là, il y a un caméraman qui vient sur moi, puis il dit top 10. Là, je le regarde, je dis, voyons, il dit n'importe quoi, lui. Puis je continue. Puis là, en sortant du ravito, un autre caméraman vient. Puis là, je lui demande, tu sais, voyons, je suis quelle position? Et il me dit, t'es 8e. Puis là, ça m'a craqué, là. J'étais comme, je n'en ressors plus, là. Là, je reste là. Fait que j'étais très contente. Ouais. Ah, c'est malade, ça. Puis c'est une course que ceux qui n'auront pas eu l'occasion de le suivre, mettez ça à votre calendrier l'an prochain. Tu sais, Aravaipa, la compagnie qui fait ça. Des fois, on entend un peu des critiques parce qu'ils font beaucoup d'initiatives très lucratives. Je veux dire, ils ont une quarantaine de courses, puis ils sont connus pour comme squeezer quand même le citron, mais ils réinvestissent tout dans la couverture. Puis je l'entendais justement, Jamil Khoury, le fondateur, sur un podcast, parler de ça, puis dire, tu sais, nous, oui, c'est vrai, on fait beaucoup d'initiatives, mais faut-tu se sentir mal d'avoir du succès puis d'avoir du monde à nos courses? Par contre, regardez tout ce qu'on développe, puis ils sont devenus un peu la référence en couverture de course. Maintenant, c'est l'équipe de Revipa qui fait la couverture live complète de la Hard Rock. Ce qu'ils font à Black Canyon, c'est exceptionnel. Puis je sais que l'équipe du QMT était là l'an passé, qui ont appris d'eux autres pour faire le QMT live après. Ils repoussent vraiment les façons de faire dans le trail, puis ils rendent ça un spectacle. Puis il y a des courses où c'est plus difficile de le faire. Black Canyon, tu es dans le désert. Tu as accès à des caméras sur les coureurs en tout temps, dans des environnements qui sont à découvert. Tu sais, on voudrait des caméras sans arrêt sur l'UTHC 42. S'il y a beaucoup de single track serrés entre les arbres, tu peux avoir une caméra. Là, c'est ouvert, c'est beau. Fait que ça rend un spectacle pour une course qui dure quand même 4, 5, 6 heures. Puis la veille, c'est encore plus long, tu sais, 6, 7, 8 heures. Là. Mais non, sérieux, leur job est incroyable. Puis moi, à Aravaipa, leur job est... tout est bien organisé. Le live, il est beau, puis il est beau pour tout le monde, là, pas pour juste le top 10. Ouais, c'est ça. Pas pour suivre plus le top 10, mais le live, il est vraiment bon. Puis, ils ont des grosses bourses aux premières positions. Fait que ça aussi, là, ils réinvestissent beaucoup d'argent pour les élites. Puis, tu sais, avant la course, ils font un espèce de classement pour maman, ils regardent qui est inscrit. Puis même moi, on reçoit, tu sais, des courriels ou comme... Eux qui font les présentations du live, là, eux qui parlent pendant le live, ils s'informent des athlètes élites pour pouvoir avoir du jus de parler sur eux pendant le live. Fait que je suis comme, hey, la préparation en amont est faite aussi. Fait que non, job incroyable. Puis c'est le fun à écouter.
Ouais, ouais, puis tu sais, eux autres, c'est eux aussi à Revipa qui font Cocodona 250 que tu as déjà PC avec Stéphanie, qui c'est complètement l'opposé comme type de course. Là. Ça dure 4 jours, puis c'est long. Mais à chaque année, ils investissent beaucoup sur un film. Ils ont une couverture pendant, mais ils font à chaque année un gros film documentaire. Puis l'an 1, ils ont suivi la tête de course masculine, je pense. Puis l'an 2, ils ont suivi le back of the pack. Fait que, tu sais, quand tu dis on fait shiner tout le monde, ils ont décidé d'investir. Tu sais, je veux dire, leur film, il est sa coche. Ils doivent mettre des grosses sous là-dessus. Puis ils ont dit, cette année, on va suivre le Cocodona à travers les yeux puis la course du back of the pack, ceux qui se battent pour les cut-offs. Cette année, ils font, je pense, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire les femmes en tête de course. Fait que tu vois qu'ils ont vraiment un souci de montrer un peu l'éventail de gens qui font le trail. Pas encore là, juste axé performance. Fait que c'est vraiment là ce qu'ils font. Ouais, vraiment. Fait que là, tu as fait 3 fois l'OCC consécutive. La question qui tue, est-ce que ça donne le goût d'aller faire une 3e fois Black Canyon en 3 années consécutives? Je sais que c'est très tôt, là, on est à 12 mois de ça. Je dis pas non, ça me tenterait. Ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. Et mon année 2027 est loin d'être réfléchie. Mais si l'occasion se présente, oui, jamais 203, ça me tente d'y retourner. Fait que c'est vraiment une course qui me plaît. C'était ma way too early question. On est vraiment d'avance, mais je voyais cette semaine le way too early prediction pour les Oscars 2027. Je me dis, OK, il y a du monde qui sont plus craqués que moi, fait que je peux poser la question, j'ai le droit. Oui, puis des fois, il y a des courses que c'est automatiquement non, j'y retourne pas. Oui, c'est ça, exact. Mais elle, non, là, ça me tente d'y retourner. Il y a un petit goût d'y retourner. Tu avais quand même un week-end particulier à Black Canyon parce que non seulement tu courais le dimanche de 50 kilos, mais ceux et celles qui ont déjà fait du crew, c'est demandant. Puis c'est ce que tu faisais comme journée de break pré-course. Tu faisais le crew pour ton copain. Comment ça s'est passé, cette combinaison-là de un gros samedi à attendre les ravitaux, à la chaleur? C'est pas optimal pour une pré-course. Puis après ça, le lendemain, se mettre en mode race day. C'est mon choix. Hein. J'étais pas du tout obligée, mais tu sais, la trail, c'est aussi ça, d'être en gang, d'aller voir les autres courir. Il y avait mon copain puis Elliot Cardin qui courait le 100 le samedi. On se lève à l'heure de se lever des mêmes heures que les coureurs. On conduit l'auto, on s'en va au départ qui est à peu près 1 heure de taux. Et on déjeune dans le char, on voit le départ, on s'en va des ravitaux à 1. Au début, là, c'est pas si pire, tu sais, il fait pas chaud, on est habillés. Puis là, plus la journée avance, le soleil tape sa tête, on mange un peu n'importe quoi au resto, on court le lendemain, là, tu sais. Fait que là, puis, tu sais, ça s'est un petit peu moins bien passé pour Elliot, mais mon chum, il a complété la course, puis dès qu'il est arrivé, ça m'avait fait ça aussi à l'OCC, à la mon chum faisait la TDS. Dès qu'il est arrivé, je suis tombée stressée, puis je me disais, OK, est-ce que là, j'ai scrappé ma course de demain, là? Parce que là, j'ai mal aux jambes, je suis déshydratée, j'ai mal à la tête parce qu'il y a trop de soleil. Fait que là, j'étais un petit peu stressée, je t'avouerais, mais je le referais n'importe quand. Tu me redis, on le refait-tu? Oui, moi, je suis la course des autres aussi. Puis j'adore crewer, j'adore me donner de mon temps pour les autres puis voir les autres courir. Fait que je le ferais, mais c'est peut-être pas optimal. Mais là, on est rentré au Airbnb. Il était pas trop tard, au moins. Ouais, c'est ça se mon chum est rentré vite, le 100 km, fait qu'il était pas trop tard. Je me suis mis les jambes dans les airs, je me suis hydratée, j'ai fait mon race plan pour le lendemain. Tout s'est bien passé. J'ai bien dormi. Tout c'est revenu. Fait que, est-ce qu'il me manquait quelques degrés d'énergie, quelques pourcentages d'énergie peut-être, mais je le referai. Mais ça n'a pas paru sur ta course parce que tu l'as dit, ça a été une course quasi parfaite. Mais je comprends ce petit stress-là parce que des fois, des journées de même, justement, c'est un mal de jambe weird. C'est pas un mal de jambe. Je viens de faire une longue sortie. J'ai fait du gros nez de nuit. C'est un mal de. J'ai fait du sur place à attendre. Puis là, t'as le stress qui embarque d'aller, ça va te jouer sur ma course. Puis finalement, ça joue jamais vraiment. Mais c'est ça. Une veille de course, des fois, quand il y a un petit stress, on suranalyse peut-être certaines affaires. Ouais, on pense que c'est pas l'idéal, mais au moins. J'étais pas stressée toute la journée à me ronger les ongles que je courais le lendemain. J'avais la tête ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, on est embarqué dans 2026, puis avant qu'on prenne la pause puis qu'on accueille notre invité surprise, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plan pour l'année 2026, ton grand projet pour les mois à venir? Oui, j'ai un grand, beau projet québécois. Fait que c'est la raison aussi pourquoi cette année, je retourne pas à Chamonix, je fais moins de voyages aussi un peu. Je reste au Québec. Pour le projet de la Coupe Québec Trail, qu'on a travaillé dessus beaucoup. Fait que quand le projet s'est concrétisé,
Puis qu'on l'a annoncé, je me suis dit, hey, comme je crois en ce projet-là, je le trouve beau, je le trouve le fun, j'ai envie de le courir, je vais le courir au complet. Fait que tu fais les 6 épreuves. 5 parce qu'il y en a 2 qui sont Ah oui, c'est vrai. même jour, le même C'est week-end. Fait que là, je disais à tout le monde, je vais faire les 6 courses. Là, je suis comme, oh merde, alors on va faire 5. Ouais, c'est ça. Ça serait ambitieux de faire, parce qu'en plus, il y en a une dans Charlevoix puis l'autre dans Lanaudière. Fait que, C'est ça, je peux pas me faire le voyagement entre les deux, là. C'est difficile. C'est quand même malade parce que on va accueillir quelqu'un qui connaît bien ce projet-là. Fait qu'on peut peut-être l'attendre pour définir ce qu'est la Coupe Québec Trail, mais on y a participé. Athlétisme Québec a inclus plusieurs membres de la communauté. On parlait tantôt de Rémi et Geneviève. On les avait croisés, je pense, au moment où on enregistrait notre panel de professionnalisation. On se voyait aussi, 2 jours après, sur une table de consultation. Il y avait aussi Marlène Côté, qu'on connaît bien. Il y avait Samuel Ouellette d'HEC Montréal, que vous avez entendu plusieurs fois sur le podcast. Plein de monde qui ont été consultés, puis il y avait ce souhait-là de l'Athlétisme Québec de faire une coupe. Eux ont déjà ça, volet route, mais de faire ça côté trail, il y avait de la place pour le faire au Québec. Il y a les grandes séries internationales qui s'intéressent au Québec depuis plusieurs années, mais ça attire pas le même genre de monde, dans le sens qu'un élite provincial, quelqu'un qui veut commencer à peut-être essayer de se challenger sur des plus longues, des courses plus compétitives, d'aller faire la Golden Trail au Mont-Saint-Anne, c'est trippant, mais c'est sûr que tu es contre déjà les meilleurs au monde, point. Mais là, la Coupe Québec Trail, c'est comme une... Si tu veux continuer à faire la série au complet, il faut que tu voyages c'est ça. là, tu sais. Là, tu as l'opportunité de faire ça au Québec. Puis moi, je suis une grande fan des séries. Là. Justement, Golden Trail, là, moi, je triple là-dessus. Je l'ai déjà fait une année au complet à suivre un peu à faire la Golden Trail. Je triple sur le Sub Ultra, les courses un peu plus courtes qui sont rapides, puis qu'on peut courir rapidement. Puis je tripe sur la communauté québécoise. Ouais. Fait que là, je me disais, hey, je vais me promener partout dans le Québec, je vais voir la communauté à chacun des événements. Puis oui, mais je considère pas ça comme pour les élites ou compétitifs. Tu y vas au niveau que tu veux, puis tout le monde peut faire partie de la coupe, peu importe le niveau. Fait que, tu sais, moi, oui, je vais le faire comme à mon niveau, comme je le veux, mais c'est ouvert vraiment pour tout le monde. Oui, je pense que c'est une opportunité, genre bucket list, comme c'est un beau projet d'été. Tu sais, j'en parlais en décembre avec Marie-Ève Pelland dans notre revue de fin d'année. Elle aussi, c'est ça qu'elle a décidé de faire cette année. Puis je pense que Marie-Ève a très bien performé sur des 100 000, mais je pense que Marie-Ève, elle n'approche pas ça dans une optique de je vais aller fighter pour des positions. C'est je vais aller découvrir 3, 4, 5, 6 beaux événements, puis c'est une opportunité de découvrir d'autres choses. On reviendra tantôt sur la liste avec notre invité, mais toi, dans les courses, dans les épreuves que tu vas faire pour la Coupe, y en a-tu que tu n'as jamais participé? Il y en a, oui, il y en a que j'ai jamais fait. Un seulement, malheureusement, le deuxième que j'avais jamais fait, qui est en même temps que l'autre, mais c'est tout pour moi des courses coup de cœur que j'ai toujours envie d'y retourner. Ouais. Fait que l'effet que c'est des plus courtes distances fait en sorte que tu peux les enchaîner. Comme moi, je suis super excitée de cette année pouvoir faire 5-6 courses au Québec, puis de savoir que ma récupération va bien se faire entre chacune d'elles. Les dates sont bien établies aussi, que tu n'as pas 2 back-à-back vraiment collés. Donc, je pense que c'est l'idéal, comme tu dis, bucket list, de se promener au Québec, de faire des week-ends puis de découvrir plusieurs endroits. Oui, je pense que c'est ça l'objectif derrière, c'est offrir une plateforme pour que les Québécois puissent compétitionner sur une série localement, tu sais, justement sans prendre l'avion, mais aussi d'amener les gens à juste se bâtir leur saison autour de ça. Puis moi, c'est pareil, tu sais, on y a participé, puis moi, c'est sûr que je me suis dit une année que pour X raisons, je décide que j'y vais moins dans de l'ultra, parce que c'est embêtant de faire ça à travers des plus longues distances. Ça se fait, mais il faut faire des choix. Mais moi, c'est sûr que dès qu'il y a une opportunité de « OK, cette année, je vais pas pour de la longue, X, Y raison qui amène ça », c'est sûr que c'est le premier projet que je fais, c'est de faire exactement ça, d'en faire 4-5, de cocher des cases. Je veux dire, ça se fait bien, c'est tout des allers-retours de week-end, ça n'a pas des gros impacts sur l'horaire de vie, puis tu t'en vas découvrir des courses qui ont toutes leurs saveurs locales, qui ont leur communauté locale qui se mélange aux gens qui viennent visiter. C'est vraiment trippant. Puis, bon, là, j'ai enregistré à l'envers, mais je sais que l'épisode qui va te suivre, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, n'a pas sorti du bois, c'est des gens qui sont impliqués dans une de ces courses-là. Je laisserai les gens spéculer en attendant de savoir c'est quoi l'épisode, mais tu les écoutes parler de leur épreuve, tu les écoutes parler de leur course, puis ça te donne le goût d'aller visiter ce patelin-là que c'est pas tout le monde qui est déjà allé. Fait que c'est un beau trip. Je pense que
Athlétisme Québec a fait un beau coup de circuit avec ça. Ça n'a pas encore eu lieu, mais je pense qu'il y avait une demande pour ça. Puis comme tu dis, c'est à la fois compétitif et bucket list, fun. Puis là, j'ai eu vent que tu n'allais pas juste les courir, ces épreuves-là, tu allais aussi les documenter. Oui, ben c'est un peu pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. C'est que là, je fais OK, l'annonce de ma saison personnelle 2026, mais c'est plus l'annonce du projet Coupe Québec Trail que je vais documenter chacune des courses. On va documenter l'expérience, comment ça se fait de la vivre, comment les classements se passent, comment qu'est-ce qu'il y a à découvrir localement à chacune des courses. Faire parler les directeurs de course, faire parler. Tu sais, fait que le projet il va impliquer des capsules vidéo à chacun des événements. Puis une implication aussi sur place. Tu sais, je veux aller faire les fun, pas les fun runs là, mais les shake-out runs avant les événements. Tu sais, je veux m'impliquer dans la communauté, faire ma race sérieusement, en reparler. Tu sais, montrer la préparation, les dessous. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je veux faire connaître la coupe, je veux faire connaître chacun des événements. Je veux montrer que c'est cool courir au Québec, puis que il y a plein d'événements à découvrir, puis que c'est comment fonctionne faire une série dans le fond, pour que dans les années suivantes, les gens peuvent un peu se fier à mon expérience pour savoir comment ça fonctionne. Oui, puis au-delà de ça, tu sais, des fois, il y a des événements qu'on ne connaît pas, puis c'est pas tous les événements qui, sur leur site web, vont décrire au long si les sentiers sont plus techniques, roulants, c'est quoi l'ambiance, tu sais. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je me rappelle, il y a bien des courses que j'ai faites dans la vie que je ne savais pas c'était quoi, que c'était en cherchant sur YouTube, puis c'était en voyant une vidéo de Jeff Pelletier ou de peu importe qui, que tu regardes parce que ça t'intéresse, puis tu regardes aussi, ah, OK, ça a l'air roulant. Ah, OK, cette portion-là a l'air rocailleuse. Ben, veux pas. Quelqu'un qui s'y prépare, ça devient un outil exceptionnel. C'est quelqu'un qui va aller faire le 100 000 à Forillon, il regarde le film sur Julie. Excusez, je vais recommencer ma phrase. J'ai cherché son nom pendant une seconde de trop. Tu regardes le film sur Julie Berthiaume, tu vas aller faire tel autre événement, tu vas aller faire l'UTHC, regarder le film à Jay, mais c'est une belle façon de se préparer aussi, de s'imprégner. Tu écoutes ces films-là quand tu es inscrit à la course, ça bouillonne pendant, tu penses autant à ce que cette personne-là t'inspire que wow, comment je vais le vivre, comment je me prépare à ça. Fait que c'est des super outils pour la communauté que tu vas lancer dans l'univers. Là. Ouais, puis je suis vraiment excitée. Puis comme tu dis, OK, on voit sur le site de la course le profil, le nombre mais OK, mais je réserve où mon Airbnb? C'est où qu'on fait le check-out? C'est où qu'on mange? Tu sais, il y a des places que c'est pas gros, là, puis qu'il n'y a pas beaucoup de choix. On fait-tu du camping? On fait-tu, tu sais? Fait que je veux montrer un peu plus, montrer l'envers, puis comment ça se passe, puis ouais. C'est intéressant ce volet. Tu es déjà impliqué sur plusieurs plans dans la communauté comme coureuse, je le disais, bénévole pour la Racine d'Or, tu fais du crew, tu fais plein d'affaires, tu es physio, tu es coach avec Tout Trail. Tu ajoutes comme cette corde-là à l'arc d'être productrice, de créer quelque chose avec les films. C'est pas juste suivez-moi pour me voir courir, c'est venez, je vais vous raconter comment je l'ai vécu, puis comment vous pouvez le vivre aussi, à quoi vous pouvez vous attendre en venant visiter ici, tourner le micro vers des gens. Tu parlais de rencontrer des directeurs de course. C'est trippant, ça, c'est une autre corde à ton arc? Oui, ben en fait, je nommerais pas du tout productrice parce que je suis encore à la recherche de gens pour m'aider à faire ça. Et je suis bonne pour parler, t'as l'air d'être devant la caméra puis jaser. Mais là, il me faut quand même encore de l'aide pour les gens qui vont me filmer et faire le montage de tout ça. Et ça sera pas des grosses cinématiques de films à la Jay du Temple, là, pas du tout ça le but. Et ça va plus être des capsules Instagram, des capsules plus courtes, mais que en faire plusieurs pour que ça soit facile à écouter, simple à partager sur les réseaux. Mais c'est pas moi qui va être la productrice, mais je lance l'appel à je cherche encore des partenaires là, pour m'aider dans ce projet-là. J'ai déjà Gourou qui est avec moi, j'ai déjà Coros qui est avec moi comme fidèle partenaire, mais je suis encore à la recherche de partenaires officiels si jamais. Ben, je dis productrice parce qu'il y a quand même un volet d'idéation, tu sais, de réfléchir comment on va l'amener, comment on va la raconter, cette histoire-là. Fait que c'est intéressant. Mais c'est drôle, récemment, je t'enverrai des contacts parce que récemment, j'avais annoncé que je cherchais un collaborateur technique pour un projet qu'on fait à la Clinique du Coureur cette année avec le podcast. Puis j'ai reçu
genre 20 messages de des boîtes de production ou des gens de la communauté qui ont ça. Fait qu'on s'en reparlera après. Ou si ces gens-là écoutent, envoyez un petit message à Amélo parce que j'ai trouvé rapidement. C'est le fun, mais sur les 20 messages que j'ai reçus, il y en a quand même une seule personne qui va m'accompagner. Fait qu'il y en a 19 de disponibles. Non, je blague. Mais surveillez ça. Fait que je pense que c'est le temps, Amélo, qu'on prenne une petite pause pour un message d'un partenaire. Puis de l'autre côté, on revient avec notre invité surprise pour approfondir la Coupe Québec Trail. Parfait! Aujourd'hui, je te parle de l'Ultra Trail Fjord du Saguenay, un événement pour les coureurs qui veulent vivre un vrai défi dans un terrain aussi exigeant que spectaculaire. Des sentiers techniques, du dénivelé, des points de vue débiles, puis une ambiance locale et familiale qui te pousse à continuer même quand ça fait mal. Il reste encore une centaine de dossards pour les distances de 135, 110 et 90 km, des épreuves qui te font parcourir tout ce qu'il y a de plus beau dans le Bas-Saguenay. L'Ultra Trail Fjord du Saguenay, c'est plus qu'une course, c'est une expérience. Ça se vit sur place, une vibe locale assumée, des bénévoles incroyables, une communauté accueillante, puis des paysages à couper le souffle du début à la fin. Ça se passe du 7 au 9 août prochain et pour tous les détails et les inscriptions, ça se passe au ultratrailfjord.com. Tu connais sûrement Campus Coach, mais connais-tu Campus Training pour le trail? Parce que préparer un objectif en sentier, on le sait, c'est pas juste courir longtemps dans le bois. C'est comprendre les particularités techniques de ton prochain défi, c'est savoir bien gérer l'effort, apprendre à doser puis bâtir un plan d'entraînement qui respecte vraiment ta réalité. Avec Campus Training, tu as accès à un plan d'entraînement trail précis, élaboré par des coachs d'expérience dont Mathieu Blanchard est 100% adapté à ton profil. Du 5 km jusqu'à l'Ultra Trail de 300 km, ils t'accompagnent dans ton défi. Leur programme intègre toutes les spécificités du trail, dénivelé, allure basée sur l'effort ressenti, chrono objectif basé sous forme de fourchette de durée, parce qu'en trail, les conditions changent puis ton plan doit suivre. Et surtout, ton programme s'adapte à toi. Meilleur exemple, l'app prend compte de ton environnement pour te proposer des séances de côte adaptées à ce qui est à ta disposition. Que tu habites en milieu urbain ou à côté de la montagne, l'app va s'adapter. Si tu veux un plan trail structuré, flexible et pensé par des experts, va découvrir Campus Training. Et avec le code promo pas sorti du bois, tu obtiens un mois gratuit pour essayer PASSORTIDUBOIS. Inscris-toi sur leur site web campus.coach puis ensuite télécharge l'application. On est de retour avec Mélodie Gilbert et on a Éric Delaplace qui s'ajoute à la discussion. Éric, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu veux nous parler de ton rôle chez Athlétisme Québec avant qu'on parle vraiment de la Coupe Québec Trail? En fait, moi, je suis arrivé chez Athlétisme Québec il y a 2 ans environ. Ça va faire pile 2 ans là, au mois de mars. Et puis, je suis agent de développement pour les régions de Montérégie, Estrie, Centre du Québec. Donc, mon mandat principal, c'est le développement des programmes jeunesse dans ces régions-là en athlétisme, course à pied, trail, plus le soutien administratif des clubs qui existent déjà et les opportunités de création de clubs et d'infrastructures. Mandat principal, et puis à cela s'ajoutent d'autres mandats comme la Coupe Québec Trail. Parlant de la Coupe, à quel moment c'est venu sur votre planche de travail de dire chez Athlétisme Québec, on veut développer ce volet-là côté trail? En fait, Athlétisme Québec, depuis le départ, depuis de nombreuses années, sanctionne de nombreux événements trail. On est à peu près à 80 événements trail sanctionnés. Juste pour cette année, à la date actuelle d'aujourd'hui, ça risque d'augmenter pour 2026 encore. Donc, sauf que avant l'arrivée des agents de développement comme moi, on est 3, on est arrivé il y a 2 ans. En fait, Athlétisme Québec, c'était une petite fédération qui n'avait pas forcément les ressources et les moyens de développer autant de programmes qu'elle le souhaitait. Donc, j'ai une collègue qui s'occupait d'avoir développé la course Québec sur route, la Coupe Viens courir, qui existe depuis 5-6 ans, si ma mémoire est bonne, à peu près. Et du coup, avec l'arrivée des agents que nous sommes, ça a permis d'ajouter des bras supplémentaires, on va dire, et puis d'exporter le projet de Coupe Québec Route vers le trail qui fait du sens vu le développement du trail dans les dernières années. Fait que l'idée, c'est de prendre ce qu'on a appris de la Coupe Québec Route puis de trouver une façon, mais en même temps, le système de points, le système de calcul des positions, les courses qui font partie de la Coupe, tout ça était quand même propre à la route. Fait que là, vous vous êtes dit, tant qu'à partir au trail, on va aller créer un genre de comité consultatif dont, je le disais tantôt, je nommais qui de la communauté trail était impliqué là-dedans, mais vous êtes allé sonder le pouls de ce serait quoi le besoin. Je me rappelle la première rencontre, c'était assez ouvert sur ce que ça pouvait être. On vous aurait convaincu de faire une coupe avec que des 100 000, puis
bon, peut-être vous n'aurez pas embarqué, mais il y avait quand même pas. Moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on n'a pas senti le projet final. Qu'en pensez-vous? C'est que vous avez mis à contribution l'intelligence collective, vous avez mis à contribution beaucoup de monde, puis vous nous avez guidé à travers vous, votre expertise de ce que vous aviez déjà fait par le passé sur la route. Bah, c'est un peu ça, pour reprendre l'historique, déjà pour la création du comité. Donc, il y avait Mélodie, il y avait Rémi Leroux, Samuel Ouellette, Marlene Côté, Geneviève, ouais. et Geneviève Asselin. Ouais, Geneviève, Mais elle on va voit que vous capoter avez quand si- même fait la job d'aller chercher différentes personnes, différentes forces, différents acteurs aussi de la communauté trail pour avoir un peu un vue d'ensemble, là. Bah, c'est ça, tu sais, Yannick est bien implanté dans la communauté trail de par ses courses, de par le podcast. T- Vous, les élites, bah, vous êtes les élites. Et puis, bah, on a l'expertise de Samuel qui travaille à HEC. Et puis, pour la petite parenthèse, Samuel, en fait, c'est un timing un peu parfait. Il s'est joint, je pense, après la deuxième rencontre de comité, mais de son plein gré, en fait, il avait envoyé un courriel à la fédération pour dire, hey, si vous développez quelque chose dans le trail, j'aimerais m'impliquer. Ouais. Donc, hop, on l'a amené. Puis Marlene Côté, anciennement DG des événements Aricana, et puis toute son expertise, c'est sûr que ce comité était parfait. Tu sais, on a utilisé notre réseau, à ma collègue Marie-Lou et moi-même, pour contacter les gens à droite, à gauche. Et puis, vous avez répondu tous tout de suite, et puis c'était super. Et puis, c'était vraiment la base qu'on voulait. Nous, on a amené, OK, on a la Coupe Québec route, on veut en faire une trail. On est arrivé à quelques propositions de mémoire, parce que ça fait quand même 18 mois, je pense, à peu près, qu'on était sur ce projet-là. On a amené une proposition, et puis après, on l'a monté le projet, en fait, avec vous, avec le comité intégral. Donc, c'était vraiment un souhait que ce soit un projet pour la communauté, fait par la communauté. Bon, on peut pas sonder les 300 000 trailers du Québec, mais on avait des bons représentants. Oui, exactement. Puis, on s'entend, il y avait mille et une façons de fonctionner parce qu'il y a mille et une séries de courses qui ont chacun leur fonctionnement. Des courses avec une épreuve finale qui fait office de finale. Des séries où on accumule des points toute l'année, puis à la fin, c'est des points qui sont cumulés également de toutes les courses. D'autres où il y a certaines courses qui ont plus d'importance. Fait on s'entend, sky is the limit. On pouvait un peu aller dans toutes les directions. Puis, on en a parlé un peu dans la première partie de l'épisode, mais il y a à la fois un volet compétitif pour ceux et celles qui veulent performer, qui veulent accumuler des points, qui veulent faire figure au classement final, mais il y a aussi un attrait, un intérêt, puis c'était très important pour vous dès le départ, pour le grand public, il faut qu'il y ait quelque chose de se dire, ben moi qui a aucun intérêt à compétitionner, c'est pas en moi, puis j'ai pas les compétences pour le faire. Pourquoi le coureur, moi, le mid-packer, Marlene Côté qui était là, faisait aussi office à la fois avec son expertise de DG, mais aussi c'est une coureuse, bon, elle performe très bien dans la longue distance, mais je pense qu'elle a une approche du sport qui n'est pas du tout axée vers la performance. Bon, on était un peu les défendeurs de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça intéressant aussi pour le commun des mortels, là. Ben, c'est ça, nous, nos deux premiers objectifs de base, c'était vraiment de rendre ça inclusif à tout le monde, à tous les coureurs, comme tu disais, mid-pack, ou le trailer qui va faire sa sortie du dimanche et puis qui se dit, bah, je peux pas aller faire l'UTMB ou les World Trail, bah, là, il se retrouve avec un circuit au niveau de la province où il peut participer et intégrer quand même un classement qui a son importance. Des circuits, il y en a plein, des circuits d'organisateurs de courses qui sont super. Mais là, c'est quand même, on parle de la Coupe Québec Trail. C'est quand même un titre. Et puis, oui, tu vas avoir les compétitifs qui vont viser le classement général. Mais à la fin, il y aura quand même tous les coureurs qui auront fait au moins 3 étapes. Ils auront leur classement par catégorie d'âge. Tu sais, c'est aussi de dire, bah, j'ai 60 ans et plus. OK, je suis dans le top 10 des 60 ans et plus. Et puis, j'ai eu du fun. Puis, ce côté-là, pour le rendre inclusif, c'est sûr que là, c'est la première version pour les 2 prochaines années, pour cette année, pour l'année prochaine. On s'est concentré justement sur des distances qui sont abordables justement pour le maximum de coureurs, entre 10 et puis 30 km maximum. Avec leur technicité, on va pas se mentir pour certaines, mais c'est ça qu'on voulait, c'est que les gens se disent, OK, c'est un circuit, c'est bon, je peux y aller, c'est du 10, 15 km, c'est ma sortie longue comme je fais la semaine, je peux le faire, et puis intégrer la Coupe Québec, c'est fun. Puis, il y avait vraiment le côté aspect au niveau des points, où tout le monde va repartir avec des points du premier au dernier. Donc, quelqu'un qui loupe sa course, qui en fait une seconde, et puis qui va mieux performer, bah, il va se voir monter au classement aussi, etc., etc. Oui, puis vraiment le côté inclusif.
c'est une des discussions qu'il y avait, c'était justement le range de distance, parce que tu fais une série comme ça, tu peux pas mettre un 15 km en mai puis un 75 km en juin. Il faut qu'il y ait quand même un barème ou en tout cas une limite de distance pour que ça se catégorise. On le voit en trail, tu as des séries avec du très très long, puis tu as des séries comme la Golden Trail, comme la Skyrunner, qui sont sur un type de course plus courte. Ben, clairement, pour répondre à l'objectif dont tu parles, c'était évident qu'il fallait y aller avec du sub-ultra parce qu'on veut que les gens cumulent au moins 3 performances s'ils veulent faire partie de la coupe. Ben, si c'est des 100 kilos, pas grand monde qui font 300 kilos. Ça va être compliqué, à part Geneviève. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, on se coupait quand même de ça. Puis après ça, il fallait quand même à un moment donné circonscrire parce qu'on peut partir encore, aller chercher du 40, du 45, mais on ramenait ça. Puis là, la plus longue, si je ne me trompe pas, c'est Arikana, c'est le 28. C'est ça. Puis il y a du 16, il y a du 10 km parce que la finale se fait sur le Classic Up and Down de Mont-Sainte-Anne. Fait que c'est intéressant comme range. Puis on a une belle variété, mais là, avant de rentrer, aussi, vas-y, même pour les gens qui préfèrent faire des longues distances, 3 événements plus courts peuvent vraiment rentrer dans des bons week-end shots, dans des... tu sais, si tu prépares un 100 kilos plus à la fin à l'automne, facile de plugger des plus courts comme ça dans des week-ends d'entraînement, puis tu prends ça en race B, moins importante que tu seras peut-être pas à ton 100% le jour de la race, mais ça te fait faire un beau parcours, découvrir quelque chose de beau pendant un gros entraînement. Là. Fait que... Ouais, 100%. C'était aussi la réflexion de se dire, on peut aller chercher des coureurs de gros ultra, d'ultra longue distance qui vont faire justement leur prépa. Ça peut attirer justement aussi le côté élite qui vont faire, hey, je peux aller me préparer sur un 21, sur un 30, sur un 16 en début de saison au milieu de ma prépa. Donc, c'était le côté aussi d'amener ça pour les élites. Et puis, je pense que de mémoire, là, le côté d'avoir Geneviève, Rémi et Mélodie, ça... Élite ou pas élite, là, n'importe qui prépare une longue distance, il peut vouloir venir faire un 20 en entraînement. Ben oui. Moi, le premier, j'adore tant qu'à faire une longue. On en fait tellement des longues seules ou entre amis, mais tu sais, en solo, il faut que tu laisses de l'eau dans ta voiture, il faut que tu repasses à ta voiture. C'est un luxe, là, réussir à se prendre un dossard sur un 25-30 kilos puis d'aller le faire en mode tout inclus. J'ai des ravitaux, oui. Tantôt, tu parlais, Mélo, tu peux en faire 5 des 6 parce que nécessairement, il y en a la même fin de semaine, mais tu parlais de Weekend Shock, Eric. Quelqu'un qui est vraiment craqué peut faire le 12 septembre Arikana puis le 13 septembre l'Ultra Trail des Pionniers. C'est ambitieux. Il y a de la route entre les deux, mais en mode Weekend Shock, c'est quand même un beau combo. Là, on parle, on tease, on nomme des noms. Avant qu'on dise c'est quoi les 6 courses qui en font partie, j'aimerais ça que tu parles du processus une fois que ça a été annoncé. Il y a la Coupe Québec Trail qui s'en vient. Puis là, les événements pouvaient soumettre leur candidature. Comment ça a fonctionné? C'est ça, en fait, avec ma collègue, on a créé un cahier des charges temporaire au début, on va dire, pour vraiment lancer le projet. Quand on a passé les annonces sur nos réseaux sociaux, sur notre site, ma collègue qui s'occupe des sanctions d'événements, du coup, elle a pu envoyer directement à tous les événements qui sanctionnaient déjà des courses de trail, leur dire « Hey, il y a la Coupe Québec qui s'en vient ». Voilà le cahier des charges. Et puis, on avait créé un formulaire en ligne où il y avait plusieurs critères pour appliquer quelle course il souhaitait appliquer. Donc, par exemple, un organisateur pouvait proposer son 10 km, son 20 km, son 30 km. Donc, c'est ça. Et puis, d'expérience, en fait, on avait peur un peu que pour une première fois, on ait peu de répondants. Et on a été surpris parce que je pense que le lendemain où on avait mis en ligne, envoyé les courriels, on avait... pour les citer, on avait Arikana qui avait déjà rempli son dossier comme un champion. Puis les autres ont suivi. On a eu en tout entre 25 et 30 candidatures. C'est fou, hein? Et ce qui est assez énorme pour une première sollicitation. Et en plus, dans ces 30 candidatures, à peu près, on en a eu 2 ou 3 où c'est des événements qui n'existaient même pas encore, qui ont entendu parler de la Coupe Québec Trail et qui se sont dit « Hey, nous, l'année prochaine, on va créer un trail. Est-ce qu'on peut intégrer la Coupe ?» Donc là, on leur a dit, non, parce que vous n'existez pas encore. Par contre, c'est un appel à projet qui va revenir tous les 2 ans, qui va se développer. Donc, lancez votre projet et puis dans 2 ans, on se reparle, vous pourrez appliquer. Et puis là, qui sait ce qui se passera dans 2 ans. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, les courses s'engagent pour 2 ans. Mais après ça, c'est ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'après 2 années où on va voir des gens y participer, on va voir ça se circuler. En ce moment, on en parle là, mais ça n'a pas encore existé. Ça vient d'être lancé. La première course va commencer le 2 mai. Ben là,
on va refaire un appel de candidature, on va aller chercher des courses, puis peut-être que la série va changer du tout au tout, peut-être qu'on aura des courses qui reviennent, d'autres qui quittent. Fait que ça fait un peu ce qui se passe avec la Golden Trail, avec la Skyrunner World Series, où d'année en année, on a hâte de savoir qui va s'y glisser. OK, ça va être quoi la course nord-américaine de la série, blablabla. Il y a un intérêt pour les gens aussi, de ceux qui l'ont fait peut-être une fois, 2 fois, qui là vont dire, ben j'ai fait le tour de ces 5 événements-là que j'ai fait cette année. Oh, mais là, 2028, c'est une nouvelle programmation. Je peux aller réessayer quelque chose. C'est vraiment Tous ceux qui trippant. vont suivre ce que je vais faire cette ça. année, puis qui se disent « Hey, je voudrais faire ça, en 2027, vous pouvez encore, Mais avant après que ça ça- change en 2028. » Exact. Exactement. Et puis, un des projets aussi, c'était vraiment d'être au maximum éparpillé dans la province. C'est que pour que quelqu'un qui est à Montréal, par exemple, fasse pas 4 heures de route ou 5 heures de route plus chalet pour automatiquement aller faire une course. Donc là, c'est assez bien réparti. Que tu sois à Québec, que tu sois à Montréal, bon, c'est sûr qu'il y a des coins qui restent encore assez lointains, mais justement, l'appel à projet dans 2 ans, ça va être de dire, hey, on va peut-être changer totalement les courses, il y en a peut-être 1 ou 2 qui reviendront, mais ça va être aussi ça de varier et puis de faire découvrir le Québec à tout le monde et puis les courses du Québec de manière générale. Oui, puis quand on regarde la série pour les 2 prochaines années, il y a la répartition géographique. Puis tu sais, je me rappelle dans les discussions, quand il y avait cette sélection-là qui se faisait, il y avait cette je vais C'était un dire critère. contrainte, mais c'est pas une contrainte, Oui. c'est une bonne contrainte, c'est positif. Il y avait cette volonté-là de dire c'est la Coupe Québec Trail, mais s'il y a 4 courses dans la région de Québec, ben on passe un peu à côté de l'objectif. C'est ça. Là, on est vraiment partout. On passe, je veux dire, du Saguenay jusqu'à l'Outaouais, Outaouais, la Naudière, Charlevoix. Et il y a une belle combinaison de courses établies depuis longtemps, puis de plus jeunes événements, ce qui encore là vient cocher la case de faire découvrir des courses. Il y a des courses qui n'ont pas besoin de publicité, sont sold out 1 an d'avance, mais il y a des courses qui commencent, puis ont peut-être un peu plus besoin de se faire connaître, puis là, c'est l'opportunité parfaite. Là. 100%. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis, tu sais, on avait, pareil, en plus des organisateurs qui n'avaient pas encore créé leur événement, on avait quand même aussi des jeunes organisations qui ont levé la main. Donc, tu sais, on leur a expliqué quand on leur a dit, quand on a répondu pourquoi qu'ils étaient partenus. Tu sais, il y en a qui ont eu des questions et puis on leur a répondu pour telle raison, pour tel critère, etc. Mais on vous attend dans 2 ans. Ouais. Réappliquer. Voilà. On veut que vous soyez là dans 2 ans. C'est sûr qu'on doit faire des choix des fois. Et puis, les choix, vous étiez dans le comité, c'était pas forcément facile, pas simple. Mais voilà, on a des beaux organisateurs de manière générale. Et puis, on a hâte de voir ce que ça donnera dans 2 ans pour la prochaine version. Ben oui, c'est clair. Avant qu'on se lance dans la liste puis qu'on la descende, qu'on parle des épreuves, on va quand même faire attendre encore les gens qui écoutent. J'ai envie que tu nous parles du système de points. Comment ça va fonctionner, grosso modo, ces classements cumulatifs-là, sans entrer dans le détail complet. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se questionne. Ça va fonctionner comment? Le premier aura 1000 points. Puis après, c'est vraiment dégressif. Tout se trouve sur le site Viens courir, en fait. Si vous voulez le descriptif par place, parce que je l'ai pas en tête, ça doit être 1000, 920, 880. Enfin, c'est un système calculé qui a été basé sur, je sais plus quel système. Mais en fait, on avait fait nos devoirs. On avait pris plusieurs systèmes et puis on avait regardé ce qui nous semblait le mieux. Nous, pour vraiment, ce qui était important, c'est que tout le monde reparte avec des points. Donc, Donc, la dernière personne part quand même avec des points parce que c'est un classement dégressif qui finit à un nombre de points. Puis après ça, pour se classer, pour avoir accès au classement final, il faut faire 3 courses minimum. Mais quelqu'un qui fait 4-5 courses, mais l'autre va faire 5 courses, mettons qu'elle les gagne les 5, elle n'a pas 5000 points. C'est ton cumulatif de tes 3 meilleurs résultats. Fait que c'est celles qui vont vouloir faire plus de 3 courses, ils se donnent juste la chance, s'ils sont en mode compétitif, que la course la moins payante, entre guillemets, en nombre de points, s'efface, puis on retombe sur ton top 3. Ouais, moi, le but de faire toutes les courses, c'est pas pour le pointage, ça va pas m'avantager, c'est vraiment pour vivre l'expérience au complet. Exact. Je te prenais comme exemple pour montrer que si t'en fais plusieurs, si t'es fait tout, en fait, tu cumules pas des points à chaque place. Fait que c'est vraiment ton top 3. Puis après ça, il y a quand même la notion d'avoir une finale, parce que là, ça, c'est de quoi qui est complètement fou. On parle, on n'arrête pas de dire, moi, je me pète les bretelles de dire que la région de Québec est l'épicentre mondial du trail. On a le Mont-Saint-Anne qui a à peu près toutes les séries et toutes les finales canadiennes qui se répartissent entre le défi des couleurs et le Québec Méga Trail. Là, le défi des couleurs, le dimanche, pour le classique Up and Down, ça va être à la fois la finale de la Coupe du Monde, la World Trail Running, World Mountain Running Association, la finale, en fait, qui va couronner le champion, la championne canadienne qui va se rendre en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de l'an prochain, pour les championnats du monde, et
le championnat québécois. Fait que c'est comme 3 couronnes à la portée de quiconque gagnera ces courses-là. C'est juste malade. Et puis, cet amalgame de coupe ce jour-là, c'était même pas prévu à l'époque où on a lancé le formulaire. Tu sais, ils ont rempli le formulaire en disant, oui, ils avaient encore les championnats pour cette année, il me semble, mais ils avaient rien d'autre. Tu sais, eux, ils anticipaient justement pour l'année prochaine d'avoir encore une coupe, quelque chose. Et puis, c'est quelques semaines après où Sébastien Lachance, qui organise, nous a écrit pour nous dire, en fait, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent, des petites choses qui s'en viennent, mais ça va être le fun. Et puis, ils ont vraiment à cœur, je les ai encore rencontrés en début d'année, ils ont vraiment à cœur de promouvoir autant la Coupe Québec Trail que les autres, en fait. Donc oui, au niveau mondial, ça n'aura peut-être pas le même rayonnement, mais eux, en tout cas, ils sont vraiment sur la coche pour faire rayonner leur finale de Québec. Oui, puis je sais qu'à un moment donné, il y avait quand même des questionnements à se dire, est-ce qu'on amène la finale de la Coupe Québec Trail sur une autre épreuve, question de diversifier? Puis dans les échanges, c'était plus, au contraire, là, on permet d'avoir tout sur la même épreuve. Donc, tu sais, mets-toi dans la peau de je dis n'importe quoi, Rémi Leroux, prenons-le comme exemple. Ce gars-là veut défendre un titre canadien, veut se classer au World Mountain Running Association, mais mettons qu'il décide de faire la Coupe Québec Trail, tu te dis là, il faut qu'il prenne une décision. Là, il n'y a pas de décision à prendre pour personne. Quelqu'un peut participer à tout ça puis cumuler des points, entre guillemets, dans 3 séries en même temps à une seule course. Fait qu'on parlait de professionnalisation du sport avec Mélodie, de cette difficulté-là des coureurs de briser ce mur-là puis d'atteindre le niveau de professionnalisation, des opportunités comme ça, c'est là pour ça aussi. Un coureur québécois, une québécoise qui est champion québécois de la Coupe Québec Trail, 8e au championnat canadien puis 12e au World Mountain, tu te dis, c'est un bon CV pour bâtir tranquillement une candidature pour aller chercher des partenariats ou aller se classer avec son CV pour les championnats du monde. Fait que c'est très intéressant. Là. Ça fascine tellement, puis c'est incroyable que tout soit sur la même épreuve. Moi, je trouve que c'est bien, mais au-delà aussi des élites, pour les gens plus mid-pack, plus monsieur, madame, tout le monde, à quel moment tu as la chance de prendre le même départ que les championnats, que les champions canadiens, que les champions du monde? C'est fou, là. Même moi, je vais les regarder puis je vais t'impressionner. Fait que, tu sais, de pouvoir vivre ça, même si t'es pas dans le top 5, top 10, de vivre l'ambiance là, de départ, de vivre la frénésie, t'es dedans, là, peu importe la position. Fait que d'avoir la chance de vivre ça parce que tu t'inscris à Coupe Québec Trail, je trouve ça incroyable. Ouais. Puis je le dis pour les gens, j'ai fait les championnats canadiens, les épreuves de championnat canadien au défi des couleurs il y a 2 ans, la première année qu'ils avaient, avec bien sûr aucune ambition, juste le trip de prendre part à ça. Puis le départ du classique up and down le dimanche, t'es au cœur du Mont-Saint-Anne, c'est le défi des couleurs avec à peu près 5000 personnes qui s'en viennent toutes le long de la ligne de départ. Le départ qu'on a vécu là, c'était complètement débile. Puis on l'a vécu, on était plein de mid-packers en arrière qui s'étaient tous inscrits par curiosité d'essayer ça, un vertical puis un classique up and down. C'était un méchant gros trip. Puis moi, une des choses que j'aime le plus de notre sport, c'est justement que les plus grands de notre sport côtoient les monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça, l'attrait aussi, c'est de le voir. Tu sais, c'est beau comme coureur de voir quelqu'un performer à ce niveau-là, de se dire, tu sais, moi, j'ai fini l'OCC, j'étais fier de ma course. Puis là, tu regardes le chrono de Melo. Puis là, tu regardes le chrono de Jim Wamsley, puis tu fais, c'est malade ce que ces gens-là accomplissent. On est passé par les mêmes endroits. Quand j'ai vu les vidéos du dépassement de Jim Wamsley, j'étais comme, j'ai couru là 2 heures après. Mais c'est encore ça qui est beau, qui contribue au trail, de ce mélange-là. Puis la Coupe Québec Trail vient exactement créer ce mélange-là. Puis le défi des couleurs vient aussi créer ce mélange-là. Avant qu'on prenne cette tangente-là, ma question était plus sur le fonctionnement de la finale par rapport au reste. C'était la question sérieuse avant qu'on parte sur une chire de Jim Wamsley et des défis des couleurs. Qu'est-ce qu'elle a, cette finale-là, de plus pour la Coupe Québec Trail? Ce qu'elle a de plus, déjà, pour les coureurs qui vont jouer vraiment le classement à fond, on va dire, que ce soit les élites ou les non-élites, tous les points rapportés à cette épreuve vont compter double, comme c'est la finale. Donc, quelqu'un qui serait, je sais pas, aux portes du top 10 et qui lui manquerait quelques points et qui va performer plus que la personne devant, a le potentiel de monter dans le top 10, de rentrer dans le top 10, de monter sur le podium de sa catégorie d'âge, etc., etc. Okay. Donc, elle a un gros attrait au niveau points. C'est le petit côté piment de l'épreuve, là, de la coupe. Je pense qu'on est rendu... C'est pas le positionnement
total de la course, par exemple, si il y a plein d'élites internationales qui sont là pour les Worlds, les championnats mondiaux, ben eux, ils seront pas dans le final de la Coupe Québec Trail, là, leur nom, ils seront pas là dans le... Fait que toi, tu sais, ton pointage, c'est pas nécessairement je suis arrivé 30e, mais de la Coupe Québec Trail, t'es peut-être arrivé 5e. Là, Ouais, c'est ça. fait que le pointage, il va être bon quand même. Là, fait que c'est de se challenger soi-même, peu importe la position finale à la Coupe. Oui, c'est ça, c'est pas se dire, OK, il va y avoir tous les élites mondiales. Non, c'est fais ta course parce que ça va vraiment compter pour toi. Exact. Fait que là, je pense que c'est le temps, Eric. Parle-nous de cette liste d'épreuves-là. C'est quoi les 6 épreuves qui constituent la Coupe Québec Trail 2026 et 2027? Et 2027 aussi. On commence le 2 mai avec le Trail des Collines en Outaouais. Donc, 16 km et à peu près 800 D+, pour ceux qui connaissent un peu le parcours. Ensuite, on ira là, le 14 juin du côté de Mont-Mégantic. Pareil, un 16 km avec un peu moins de D+, on est à 600-700. Ultra Trail du Fjord du Saguenay au mois d'août. 20 km, 900 D+, environ. 12 septembre, Ultra Trail Arikana. Le 30 kg, la plus longue de la série. Donc, voilà, 30 kg environ, 1000 mètres de D+. Le lendemain, pour les accros qui veulent faire le trajet, Ultra Trail des Pionniers à Saint-Donat. Donc, 21 km et 780 D+. Et on finit au défi des couleurs mi-octobre avec le Up and Down. Un 10 km 960. C'est un beau ratio quand même. C'est un beau finish. C'est vraiment une belle sélection de courses, un peu de tout. Mais l'autre, tu disais tantôt, tu as quasiment tout fait. Veux-tu nous parler un peu rapidement en survol des particularités de soit ces parcours-là ou rapidement en ce moment quand tu regardes, qu'est-ce que ça t'inspire, ces choix-là? Ben, en fait, là, la première, le Trail des Collines, je l'ai jamais fait, puis il m'avait invité l'an passé, puis j'avais vraiment hâte d'aller le découvrir. Ça a l'air vraiment le fun, ça a l'air bien organisé, ça a l'air, tu sais, il y a pas une grosse montagne, fait que c'est comme beaucoup up and down, montée, descente, fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir, fait que je peux pas vraiment en dire plus parce que je le connais pas. Pour ce qui est de Mont-Mégantic, je l'ai déjà faite. Puis c'est vraiment une course plaisante et variée dans le sens que tu montes une grosse montée, presque toutes les dénivelés, one shot, puis tu peux quand même te donner dans cette montée-là parce qu'après ça, tu as comme un 6 kg de descente qui court vraiment bien. Puis tu termines avec le parcours du 7 kg, qui est comme plus à la base de la montagne, un peu up and down. Fait que tu peux vraiment segmenter ta course en comme 3 parties puis gérer ton effort stratégiquement sur cette course-là. Très cool. C'est différent à gérer puis j'ai vraiment apprécié ça de cette course-là. Ensuite, après Mégantic, c'est Fjord du Saguenay, TFS, 20 kilos. Encore là, elle est un peu segmentée. C'est le contraire. On commence par une boucle de 8-9 kilos qui se fait très rapidement quand même, moins dénivelée, pas très technique, ça se court bien. Puis là, après, on fait l'ascension du Mont-Édouard, que c'est la partie plus difficile de la course. Puis on termine avec un 4 kilos de descente, un peu dans les descentes de mountain bike, fait que c'est comme le fun. Tu peux te challenger sur la descente, fait que parcours, encore une fois, diversifié, que tu peux jouer selon tes techniques, là, selon tes forces. Ensuite, Arikana, l'a déjà fait? Arikana, je crois que c'est le même parcours que le 28. Moi, j'ai fait Arikana 28. C'est le 28. C'est le 28. 28. Ouais, c'est 30. Arikana, là, c'est sûr, là, plus une gestion de course un peu plus comme traditionnelle, si je pourrais dire. Le dénivelé, il y a plus de dénivelé. Il n'y a pas de grosses sections très différentes. Fait que on monte, oui, une bonne montée, mais après ça, on est dans le bois. Un peu plus technique que les autres, je dirais. Si c'est boiteux, ça va rouler un peu moins vite. Mais Arikana, il y a son attrait d'être dans le coin de la Malbaie et tout ça, puis dans le fond du bois un peu plus. Là. Ouais. On se sent un peu plus... puis la communauté qui est là chaque année, l'ambiance de fou. Là, c'est le moment de louer un Airbnb pour 3 jours, là, puis de passer tout le week-end là, puis d'en profiter. Les pionniers, tu l'as déjà fait?
Les pionniers, je n'ai jamais été. Fait que là, en plus que je pourrais pas le documenter dans mon projet, peut-être que je vais demander à quelqu'un pour ajouter à notre projet vidéo que on pourrait suivre quelqu'un d'autre sur cette course-là pour qu'on la connaisse. Mais l'Ultra Trail des Pionniers fait partie de la série Trail Québec. On a vu ça arriver, je crois, l'année passée. Puis Eric, si je me trompe pas, je te fais une passe à la POC, mais tu es impliqué auprès d'eux. Je suis impliqué auprès d'eux, exact. Donc, et puis moi, j'ai couru l'année dernière. Ah ben vas-y, parle-nous-en. Enfin, j'ai fait le 35 l'année dernière, donc c'est des petits sentiers single track, c'est très technique. Moi, je connaissais pas du tout le secteur, puis j'étais vraiment surpris. T'es dans la fougère, t'es vraiment dans la forêt, puis c'est un peu comme Mélo disait sur Arikana, t'es dans le bois, t'es vraiment dans le bois. Tu fais ta boucle, mais tu t'entends rien, tu vois rien à part du bois pendant 21 km. Ah ouais. Saint-Donat, c'est nouveau comme événement, relativement nouveau, mais on se rappelle que les racines québécoises du trail, les années pré-QMT, pré-Arikana, quand Dan Desrosiers, si je ne me trompe pas, qui était un pionnier littéralement du trail, faisait une course à Saint-Donat, puis c'était connu comme étant l'affaire la plus dure, un 50 qui faisait peut-être plus 65 finalement, puis hyper technique, hyper reculé comme territoire, fait que et puis Saint-Donat, ça attaque à la station de ski, donc tu montes direct. Direct. C'est ça, hein? Faut être préparé, faut avoir les jambes chaudes. Puis ça se termine en beauté sur le défi des couleurs, mais l'autre, tu l'as déjà fait, ce classique up and down-là. Quel beau parcours! Quel beau parcours, 10 km. C'est pas une montée, une descente. On a une montée, une moitié de descente, une autre montée, puis là, la descente finale. Ça fait quand même une différence. Faut avoir des jambes pour la deuxième montée aussi, mais savoir aussi bien monter que aussi bien descendre parce qu'il y a des positions qui jouent beaucoup aussi d'être capable de descendre vite. Fait que à ce moment-là, je pense que d'être capable d'avoir un bon moteur là, pour monter vite, mais d'avoir l'esprit de se laisser aller en descente peut vraiment venir avantager un autre style de coureur qui est pas nécessairement le mien. Fait que moi, le double pointage de la finale, je suis comme merde. C'est pas là que je vais faire le plus de points, mais on va tout donner parce que c'est la finale, puis c'est peut-être notre dernière course de la saison en plus. Fait que, ouais. Après Arikana et Saint-Donat qui sont très techniques, là, on tombe sur complètement l'opposé. C'est un parcours qui a été développé pour être très rapide. Je pense que la tondeuse est passée, là. Il n'y aura rien qui va. C'est dangereux parce que la descente sur le versant nord, donc la première descente on se prend à moins 400 mètres sur genre 2 kilos, même pas. Justement, c'est dans un track en gazon. Tu sais, c'est un centre de ski, tu es dans les pistes, mais ça a été, je veux dire, comme tu dis, on passe à la tondeuse, mais c'est sournois parce que tu peux rouler, ça absorbe. Tu sais, quand tu es dans la deuxième descente, tu es dans la Pichard, ceux qui connaissent le Mont-Sainte-Anne, c'est une section de gravel, c'est un chemin d'accès-ish. Fait que ça peut vraiment te taper plus, puis des fois, ça fait qu'on perd un peu de vitesse parce que tu te préserves parce que ça fait mal d'être en fin de course. Mais la première descente, là, c'est comme tu peux y aller en mode all-out, puis tu sens rien, c'est mou, c'est doux, c'est fait pour te démolir. Puis après ça, quand tu commences à monter, tu fais « Ah non ». J'ai pas pensé. J'ai besoin de récupérer un peu de jambes. Mais... Ben, petit fun fact, là, je l'ai pas fait cette année en 2025, mais je l'avais fait en 2024, la même année que toi. Ouais. C'est la course que j'ai été le plus raquée de ma vie. Le plus longtemps raquée. Comme tu dis, là, tu te laisses tellement aller en descente. Puis, tu sais, j'ai fait des 50, j'ai fait un 60, j'ai fait des grosses courses. J'étais plus raquée de l'OCC, là. Mais c'est profond comme raquage. De descendre, ouais, c'est profond. Je suis d'accord, moi c'est pareil, je veux dire, 2 semaines avant, je faisais genre grindstone, un 100 km, puis tu dis hey, 10 kilos, ça va aller. Non, t'es bien plus... On dirait que la longue distance, quand tu t'as pas cassé autant de fibres, que c'est en surface, la douleur, puis c'est aucune donnée scientifique, là, c'est ma perspective, c'est en surface, ça fait mal quand tu descends et marches, mais à un moment donné, ça s'estompe. Ça, c'est genre le couteau, il traverse la jambe bord en bord, puis il est là longtemps. Là, une semaine, là, bien plus. Ah, là, c'est rough, là. Ah, non, mais on vous donne le goût, hein. J'espère que vous avez le goût. Mais ça se mérite, le double de points, ça se mérite. Voilà, exactement. Mais ça, c'est très cool. C'est vraiment une belle liste de courses, puis ça va être tellement excitant dans 2 ans de voir arriver la nouvelle liste, puis de voir cette liste-là se renouveler d'année en année. Puis tu sais, je vais pas citer tout le monde par cœur, mais tu sais, tous les organisateurs des étapes là sont vraiment sur la coche, on parle régulièrement et puis ils veulent vraiment que ça réussisse. Donc chapeau à eux, ils se reconnaîtront.
Ouais, c'est ça. Ben, puis, tu sais, veux pas, vous, Athlétisme Québec, mais eux, ces organisateurs-là, ils défrichent la trail littéralement. Tu sais, c'est une première année. Tout le monde est un peu en mode test, veux pas. Je veux dire, tout est calculé, c'est rodé au quart de tour, puis ça, c'est tout à votre honneur chez Athlétisme Québec. Mais en même temps, s'il y a de la nouveauté là-dedans, fait que c'est une belle année de test. Fait que ces organisateurs-là qui ont levé la main, ben, je veux dire, c'est des pionniers, sans faire de mauvais jeu de mots avec l'Ultra Trail, les pionniers, parce que ils mettent la table pour les années à venir. Fait que c'est bien, bien trippant. J'espère que ça vous a donné le goût, mais moi, ça me donne vraiment, vraiment le goût d'essayer ça, un de ces quatre, une année sur le modèle sub-ultra. Tu le sais, Amélo, hein, longtemps au podcast, il y avait beaucoup d'attrait sur la longue distance, puis on s'en est déjà parlé. Faut parler du sub-ultra, puis je donne, même si j'en fais pas beaucoup de ces courses-là, je reçois beaucoup de monde, mais là, je trouve ça beau qu'on ait une première série au Québec qui mise sur le sub-ultra. C'est la distance la plus impressionnante à regarder comme spectateur à suivre. Ça se fait vite, ne veut pas, mais c'est la distance la plus accessible à tous aussi parce que ce qui est un sub-ultra pour ceux qui font de la plus longue distance, qui s'amusent à aller faire un 30, c'est aussi l'objectif d'une remise en forme. C'est aussi l'objectif de beaucoup, beaucoup de monde de dire hey, je m'en vais faire un 25 km, je vais faire un 30 kg. C'est énorme. Tu sais, dans notre monde de 200 milers et de fous, des fois, on oublie que parle à quelqu'un qui n'a jamais couru puis dit 20 km, c'est long. C'est fucking long, tu sais. C'est des longues distances puis c'est accessible à tout le monde. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se dire j'ai un demi-marathon de route de fait dans la vie, je me mets au trail. Voilà une belle occasion d'aller tester le trail des collines, un 16, peut-être un 30 de fin de saison. C'est une belle occasion de se challenger dans le cadre d'une série organisée. Oui, puis merci. Merci de nous donner une voix, d'en parler. Merci à Athlétisme, Bien courir, de vouloir promouvoir les sub-ultra. Tu sais, je pense que c'est vraiment une distance qui me tient à cœur, mais qui méritait d'avoir une petite place, qu'on en parle un peu. Fait que vraiment heureuse de ce projet-là. Ouais. On essaie de lui faire une grosse place cette année déjà et l'année prochaine. Mais je pense que c'est réussi, puis j'espère que les gens, ça va leur donner le goût de mettre ça sur leur bucket list dans les prochaines années. Eric, on va te garder jusqu'à la fin. On arrive là, à la conclusion. Là, la musique commence à jouer derrière nous. Mais là, on a parlé de cette année-là. On a parlé aussi que s'il y a des gens qui écoutent qui sont comme j'ai le goût de contribuer autant derrière la caméra que comme partenaire, ils peuvent te contacter. Athlétisme Québec va bien rayonner à travers cette série-là. On a très hâte de suivre ça. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite pour 2026, Mélo? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ouais. On me souhaite, c'est drôle, j'ai comme pas vraiment réfléchi, mais je me souhaite d'avoir du plaisir au travers le Québec, vraiment là, de prendre du plaisir sur cette coupe-là, de mettre mon expérience en lumière, puis de laisser ça aller sur ces distances-là, ces courses-là. Je pense que j'ai beaucoup de sub-ultra derrière la cravate, puis là, je retravaille un petit bloc de vitesse pour aller retrouver un peu de vitesse et travailler sur du plus court. Mais oui, je pense que je veux vraiment m'amuser sur cette coupe-là, puis je pense développer un peu plus, comme tu disais, là, mon petit aspect. C'est comment tu as dit ça tantôt? Idéatrice, c'est productrice, le bon terme. De contenu ou whatever, mais de vouloir vraiment communiquer avec la communauté. Ben, tu l'as dit tantôt, mettre mon expertise au profit de ça. Je t'ai dit, tu es une jeune vétérane, parce qu'on riait au début de l'épisode, parce que il y a 5 ans, Mélo a gagné la Jeune Pousse, qui était le prix à la Racine d'Or pour la révélation de l'année, la recrue de l'année. Mais là, t'es encore jeune, Mélo, mais... Je suis plus jeune. Non, mais ce projet-là démontre aussi ce côté-là, jeune vétéran. Ouais, j'aime bien me donner, fait que... tu le fais vraiment très bien. C'est vraiment bien ce que tu fais. Eric, je te pose la même question un peu champ gauche pour conclure. Tu es aussi coureur, tu es organisateur avec les séries Trail Québec, tu es impliqué, tu es avec Athlétisme Québec. Prends l'angle que tu veux. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Je prends 2 angles personnellement, arriver au moins à une étape devant Mélo. Et puis la deuxième, je vais prendre le chapeau, viens courir en disant que tous les coureurs qui participent à la coupe juste aient du fun, qu'ils aient tous du fun et que tout soit positif pour cette expérience, pour cette première expérience d'ailleurs.
Exactement. Écrivez-nous celles qui vont participer à la Coupe Québec Trail. J'ai envie de savoir qui va y être. Puis écrivez à Mélo aussi. Là, je veux dire, tu t'en vas mettre la caméra sur ces événements-là. C'est des gens que tu vas sûrement revoir de fois en fois. Puis je pense qu'il y a un attrait aussi pour ça de les gens qui vont se lancer sur la Coupe Québec Trail. Veux pas, après 1, 2, 3 épreuves, tu revois des visages que tu connais. On s'est vu au Pionnier, on s'est vu à Arikana. C'est le fun de se revoir. Fait qu'il y a déjà dans une communauté pas mal familiale et friendly. Ça va rajouter une couche. Fait que c'est cool. Fait que merci beaucoup, Eric, de t'être joint à nous. Merci, Mélo, pour cet épisode-là. Avec plaisir. C'était cool de prendre des nouvelles. On se dit à bientôt pour un 6e passage éventuel au podcast. On aura certainement l'occasion. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant Fred Desroches pour le design, Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique, Mox Mocktail, qui aujourd'hui m'a offert un petit rhum épicé sans alcool. Toi, Mélo, ton café, il était bon? Très bon. Ouais. Très bon. Café glacé de printemps, là. Parfait. Ça commençait bien le week-end. Je remercie aussi NAC, qui est le partenaire principal du podcast, qui vient de lancer des belles nouvelles affaires. Vous l'avez entendu dans la Minute NAC au début de l'épisode, mais des nouveaux produits qui vont changer la game, puis qui sont vrais. Je veux embarquer sur ta pub, mais la gamme Boost, c'est parfait pour le Sub Ultra, là. Ben, c'est ça, j'allais dire. La passe Sapa qui est parfaite, Lélo, parce que c'était la Minute NAC qui tombait pile au moment où c'est pas moi qui décide quand les produits NAC sortent, mais les nouveaux produits Boost qui sortent sont pile poil fait pour ce genre d'effort-là. Quoique moi, ça marche très bien aussi sur du très, très long, mais c'est fait pour de l'effort intense. Puis c'est ça. Je pense que quelqu'un qui veut de la bonne nutrition pour la Coupe Québec Trail, si tu tapes un 10 kg 1000 mètres au défi des couleurs, prends du Boost. Donc voilà, c'est là. Merci à Noctem aussi. Merci à Café Charlevoix. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.